This Je pense que conference will nous now allons be démarrer. recorded. Nous avons laissé suffisamment de temps aux personnes qui n'étaient pas encore là de se connecter. Et voilà. Comme on dit généralement chez nous, les absents, tout comme les retardataires, ont tort. Et nous n'allons pas pénaliser ceux qui ont été ponctuels. Donc, comme vous le savez sans doute, vous l'avez lu pendant les inscriptions, nous avons cette session de webinaire aujourd'hui pour effectuer une sorte de retour aux racines. Comme on le dit si bien, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et c'est important de se rappeler d'où on vient avec Vim parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ont changé depuis le temps, beaucoup d'innovations dont nous allons parler. Et pour que cela soit fluide, il nous a semblé utile dans le cadre des activités du User Group Afrique francophone de, de rappeler en quelque sorte d'où est-ce que nous partons, quel est l'historique, quelle a été l'évolution, ce qui permettrait, nous l'espérons de toutes les façons, de mieux appréhender ce qui se fait aujourd'hui. Alors dans le cadre de ce webinaire, pour vous entretenir, je suis Fortuné Kwacha, leader du Vim User Group Africa French Speaking, VLAFS. Je devais être accompagné du célèbre Christophe Fontaine aujourd'hui. C'est le Senior Regional Technical Sales Director EMEA chez Vim. Mais voilà, pour des raisons indépendantes de notre volonté et de la sienne, il ne pourra pas être présent. Mais le webinaire, il aura bien lieu. Alors, les questions, si vous en avez, n'hésitez pas à me les laisser dans le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin. Alors, comme je le disais, nous allons effectuer un retour aux racines pour comprendre d'où nous venons afin de mieux cerner les évolutions qui se font aujourd'hui. Ce webinaire est le premier d'une série de 4 épisodes. Et comme je l'ai dit, celui-ci, c'est un retour aux racines pour comprendre le socle, la base de Vim, le socle des solutions. Le deuxième épisode aura lieu dans quelques semaines. Vous aurez les dates précises qui vous seront, qui vous, qui vous parviendront à travers le user group et les différents canaux par lesquels nous communiquons. Et ce deuxième épisode sera consacré à tous les aspects de visibilité parce que nous pensons que pour avoir du succès, pour mieux protéger ces données, il faut savoir exactement de quoi il s'agit, il faut pouvoir se projeter, il faut pouvoir être prédictif. Ensuite, le troisième épisode nous enverra véritablement dans les meilleurs de la reprise d'activité. Quelles sont les fonctionnalités, quelle est la vision de Vim en termes de reprise d'activité, comment est-ce que cela s'implémente dans Vim. Et ensuite, le quatrième épisode que je vous recommande fortement sera une sorte de résumé de tout ce que nous avons vu qui établira la timeline de la solution de sauvegarde que Vim a été à ses débuts à celle qui offre aujourd'hui une plateforme de cyber-résilience. Donc, voilà les 4 épisodes qui vont vous être proposés dans les prochaines semaines. Et j'espère pour vous que cela sera voilà, très intéressant. Quel est donc le programme d'aujourd'hui? Pour effectuer ce retour aux racines, il sera question pour nous de parler un tout petit peu d'historique. Et quand on dit historique, c'est simplement d'où vient Vim, quel a été le contexte de la création de Vim. Ensuite, nous verrons en termes d'architecture ce qui a été la base à la création quelles ont été différentes évolutions et naturellement ce qui s'implémente chez les clients aujourd'hui et ce qui fait d'ailleurs de Vim le leader qu'il est de par sa simplicité. Après avoir parcouru les différentes architectures, nous parlerons, nous ferons un saut dans le temps en parlant de l'évolution fonctionnelle et à la suite, et enfin, vous aurez droit à une démonstration. Alors, une démonstration d'une fonctionnalité spécifique dont nous allons parler pendant le webinaire, pendant la session.
Mais ce sera une sorte de démonstration deux en un. Donc vous aurez une démonstration assez particulière et restez jusqu'à la fin et vous verrez en quoi cette démonstration-là, elle va être particulière aujourd'hui. Alors, à tout seigneur, tout honneur, il faut le préciser d'entame, cette session a lieu dans le cadre des activités du User Group Africa French Speaking. Et, et je pense pour la plupart, si vous êtes inscrit, ça signifie que vous êtes membre du VEG. Si vous ne l'êtes pas encore, si d'aventure vous ne l'étiez pas encore, il est important que vous puissiez vous inscrire. La présentation, vous la recevrez et le lien, quand j'aurai terminé la session, je vous mettrai le lien dans le chat afin que vous puissiez effectivement vous inscrire pour ceux qui ne le sont pas. C'est quoi le user group en quelques mots? Le Vim, les Vim user group sont des communautés qui permettent à toutes les personnes, à tout l'écosystème Vim d'interagir. Alors, ce sont des communautés dans lesquelles on échange, on se soutient, que ce soit des problèmes d'ordre technique, des problèmes d'ordre channel. Alors, ils sont posés dans le user group, des publications, des nouveautés. Vraiment, ce sont des communautés auxquelles je vous invite à vous inscrire pour ceux qui ne le sont pas encore. Et au-delà de l'inscription, soyez-y actifs parce qu'il y a de belles récompenses à la clé. En fonction de l'activité, en fonction des postes que vous y effectuerez, vous gagnerez des points qui vous donneront droit à des récompenses en nature. Pour ceux qui sont intéressés, voilà, nous pourrons en parler un peu plus dans le détail. Donc, l'idée, aujourd'hui, c'est dans le cadre de ces activités-là, pour le User Group Africa French Speaking, parce qu'il y en a plusieurs en fonction des territoires, c'est de partager ensemble cette session avec moi est en quelque sorte, qui est en quelque sorte la charge de dynamiser et vous accompagner dans dans le cadre de cette session. C'est en plus l'occasion pour moi de rappeler qu'il y a des places à prendre. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de leaders émergents qui pourront, à mes côtés, dynamiser davantage le groupe et, et voilà, faire beaucoup plus d'activités qu'il y en a aujourd'hui. Pourquoi pas m'assister dans le cadre des sessions comme celle-ci ou alors prendre le lead dans le cadre des sessions distinctes et séparées. Sans plus tarder, 2006. Alors, quand on dit 2006, ça évoque pour nous directement la création de Vim. Vim a été créé en 2006 dans un contexte assez particulier, un contexte dit de l'avènement de la virtualisation, d'accord, de l'émergence de la virtualisation. Et Vim est cette solution-là qui est arrivée dans, dans le but d'offrir de la sauvegarde image des machines virtuelles. Il faut le dire, Vim a été à ce moment-là, en 2006, dédié aux environnements virtuels. L'idée étant de pouvoir offrir une sauvegarde beaucoup plus light que simplement celle des fichiers des machines virtuelles en donnant la possibilité de les restaurer de façon automatique, sauvegarder automatique et restaurer de façon automatique avec leur contenu. Certes, c'était bien loin de ce que nous connaissons aujourd'hui, mais en 2006, s'il y en a dans la session qui était déjà dans le métier, c'était une véritable révolution. Parce qu'à l'époque, les sauvegardes, à cette époque-là, les sauvegardes se faisaient encore soit par des scripts, on parlait encore de sauvegarde à chaud, sauvegarde à froid. Il n'y avait pas encore tous les mécanismes automatisés que nous connaissons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça a apporté à ce moment-là? Le fait d'avoir une solution comme Vim qui offrait la possibilité de sauvegarder de manière automatisée en image les machines virtuelles a permis aussi de booster l'adoption de la virtualisation parce que offrant beaucoup plus de sécurité à l'époque au niveau des infrastructures. C'est clair que VMware a eu à faire un travail important, mais Vim, en mettant sa solution sur le marché, a apporté un peu plus de sérénité aux acteurs qui adoptaient,
qui adoptaient déjà les environnements virtualisés. On parle de Vim, on parle d'entreprise, et une entreprise se reconnaît naturellement par son visuel. Un visuel qui est marqué par les logos des Vim qui ont évolué au fur et à mesure que, au fur et à mesure que les années sont passées. Alors en 2006, quand Vim se crée, le logo, il est celui que vous voyez, le V et M en deux couleurs. Et pour ceux qui ne le savent pas, le nom Vim en réalité vient de la phonétique, de la prononciation phonétique de VM. D'accord? Ce qui a d'ailleurs facilité l'adoption, permettant de s'identifier directement aux environnements virtuels. Donc le VM que vous voyez, c'est pour VM, ce qui a permis d'avoir le nom que vous avez. Ensuite, entre 2008 et 2017, il y a eu le logo. J'imagine que beaucoup ici ont connu le logo tout en noir, marquant l'uniformisation, la maturité de la solution. Et à cette époque, Vim a été accompagné par le fameux slogan It Just Work. Alors, pourquoi le It Just Work? Le It Just Work parce que c'était à l'époque trop beau pour être vrai. C'était d'une simplicité ahurissante. Pour ceux qui étaient déjà dans le domaine, faire des sauvegardes avec Vim en 2008, déjà ce que Vim annonçait était beaucoup trop beau par rapport aux solutions traditionnelles qui existaient sur le marché. Et ils ont donc eu l'inspiration d'avoir le fameux slogan It Just Work pour dire oui, ça allait être trop beau, mais c'est simple. C'est aussi simple que ça marche. Et cette période-là a vraiment marqué la maturité de la solution. Alors, plutôt entre 2017 et 2017 et 2023, d'accord, il y a eu le premier logo, le troisième logo que vous voyez affiché. Et enfin, de 2023 à aujourd'hui, le logo que vous voyez qui a nettement évolué. Quels ont donc été les faits stratégiques? Les faits stratégiques, toujours en restant dans l'historique, les faits stratégiques qui ont marqué l'évolution de Vim. Naturellement, 2006, la création, dont nous avons parlé. 2008, le lancement de Vim Backup and Replication. Alors, Vim Backup and Replication qui constitue vraiment le socle de tout ce que vous connaissez de Vim aujourd'hui. Et nous allons d'ailleurs en parler un peu plus en détail dans la suite de cette session. Ce qui est important, ce qui est intéressant de dire, c'est que Vim Backup et Replication arrive sur le marché en 2008, mais déjà en 2007, Vim s'était fait remarquer par le lancement d'une solution gratuite qui permettait les copies des fichiers qui étaient FACCP. Donc, cette solution-là a été lancée de manière gratuite par Vim en 2007. Et enfin, c'est elle qui peut être considérée comme l'ancêtre de Vim Backup and Replication. Ensuite, en 2010, nous avons le lancement de Vim One. Le lancement de Vim One qui donnera plus tard place au produit Vim Availability Suite que beaucoup ont connu, qui sera la fusion des produits Vim Backup and Replication et Vim One. D'accord, Vim One, voilà, nous n'allons pas trop en parler dans le cadre de cette session parce que ce sera le focus du deuxième épisode que je vous ai présenté en introduction. Alors, plus tard, en 2017, Vim se rend compte du fait que les terminaux physiques, Voilà, donc je pensais que les terminaux physiques restent d'actualité. Parce que vous devez le savoir, au début des années 2000, nous ne donnions pas cher de l'existence pérenne des environnements physiques. Se rendant compte que les terminaux physiques continuent à exister dans les entreprises, tout en abritant des données relativement critiques, qu'est-ce que Vim fait? Vim, en 2017, met sur le marché des solutions Vim Agent for Windows, Vim Agent for Linux pour la protection des environnements physiques.
Et cela a été précédé, si vous le souhaitez, en 2015 par la mise, disons, la publication pour le grand public, mise à disposition, j'allais dire, pour le grand public de l'agent Vim Endpoint. Vous remarquerez que chaque fois avant de mettre un produit sur le marché, Vim le rend d'abord accessible gratuitement à sa communauté et au fur et à mesure que les utilisations sont faites, les améliorations sont développées, sont mises à disposition afin d'avoir un produit prêt, prêt à aller sur le marché. Enfin, 2020 a été marqué par beaucoup de nouvelles, beaucoup d'améliorations de la part de Vim, mais la plus marquante a été l'acquisition de Castern, qui, qui a vraiment été le pas à prendre pour un revirement stratégique et une adoption de ce qui est considéré comme l'une des plus grandes évolutions technologiques, c'est-à-dire la transition vers les environnements à conteneurs, de la virtualisation à conteneurs à travers Kubernetes. Donc ça, c'est l'événement qui a le plus marqué l'évolution ou alors, disons, la vie de Vim en 2020. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de rappeler, si vous ne le saviez pas, parce qu'on parle beaucoup de la plateforme, on parle beaucoup de Vim Backup and Replication, mais beaucoup ne savent pas que Vim aujourd'hui, ce n'est pas que de la sauvegarde de machines virtuelles, c'est aussi la sauvegarde des environnements Kubernetes. Ça, il faut le savoir. Encore en 2020, comme je le disais, et qui a été marqué par beaucoup d'annonces, Vim annonce pas mal de changements. Vim annonce pratiquement 15 nouvelles 15 nouvelles, 25, j'allais dire 25 nouvelles releases. Et à cette époque-là, nous étions encore à la version 10. Donc, toutes ces annonces-là ont été faites avec les évolutions. C'est dire que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore épuisé disons, toutes les annonces qui avaient été faites par Vim en 2020. Ce qui veut dire que le meilleur reste à venir en termes d'évolution et de mise à jour. Donc voilà pour l'effet stratégique marquant. Une fois que nous avons dit ça, il est temps vraiment de se focuser sur Vim Backup et Replication, que nous appelons affectueusement VBR, qui, comme je le disais, est la pierre angulaire même du socle de la plateforme Vim, que vous connaissez sans doute aujourd'hui. Nous ne pouvons parler de VBR sans commencer l'introduction par ses composants principaux. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et en fonction même des évolutions qui ont été faites aujourd'hui, en fonction des différentes architectures, certains composants pourraient être considérés comme principaux. Mais le choix de ce que je vais vous présenter a été fait par rapport au caractère universel. C'est-à-dire, peu importe les architectures dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, ces composants sont mandatories. Et le tout premier, c'est le serveur de sauvegarde Vim. Alors, le serveur de sauvegarde Vim, c'est l'orchestrateur, c'est le chef d'orchestre, c'est le maître d'œuvre, c'est vraiment ce composant-là qui va organiser tout le travail, qui va s'assurer de la cohésion, de la synchronisation entre les différents autres composants. C'est vraiment la tête pensante, c'est au niveau du serveur de sauvegarde, Vim que toutes les configurations sont faites, que tous les paramètres sont gardés et vraiment, comme je disais, il coordonne toutes les tâches et s'occupe en fait de la planification et de la gestion même des ressources. Après le serveur de sauvegarde Vim, nous avons le proxy de sauvegarde Vim. En fonction de l'hyperviseur que vous avez dans l'architecture chez vos clients, l'appellation peut changer, mais le rôle principal du proxy est vraiment de s'occuper du transport, de tout ce qui va être transport des données en termes de lecture, en termes d'écriture. C'est vraiment ce composant-là qu'on appelle généralement dans le jargon Monsieur Muscle, qui va s'occuper d'aller récupérer les données des applications afin de les amener
où ils doivent être, où ces données doivent être conservées, stockées, une fois que les fichiers de sauvegarde ont été constitués. Alors, parlant de ce fameux où, de cette cible, où donc les données de sauvegarde doivent être stockées, nous avons la cible de sauvegarde Vim que, que Vim appelle dans son vocabulaire, dans son jargon, le repository. C'est au niveau du repository, au niveau de cette cible-là, que toutes les sauvegardes sont stockées, les sauvegardes ainsi que les métadonnées dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser ces opérations de restauration ou alors pouvoir exploiter plus tard les sauvegardes qui ont été réalisées. Alors, une fois que j'ai dit ça, voilà les trois composants affichés à l'écran. Le serveur de sauvegarde, retenez-le, le serveur de sauvegarde qui est maître, qui est le maître, le chef d'orchestre. Le proxy, qui lui s'occupe des opérations de lecture et écriture. Et la cible de sauvegarde qui est le repository. Alors, comment est-ce que ces éléments-là sont agencés? Comment est-ce que ces éléments-là se retrouvent dans vos infrastructures, dans les infrastructures des clients afin de pouvoir leur permettre de protéger leurs données? Il existe plusieurs modes de déploiement de la solution. Du plus simple au, disons, je ne dirais pas plus complexe, mais plus avancé. D'accord? Pour s'adapter à n'importe laquelle des situations. Parce que je l'ai dit en entrée, Vim a innové sur le marché de la protection de données en ramenant de la simplicité. Okay? Avant Vim, les solutions dites de sauvegarde étaient des usines à gaz, où il fallait du script, où il fallait beaucoup d'interactions, où il fallait beaucoup d'actions en termes d'exploitation pour pouvoir arriver à des résultats. Donc Vim a ramené de la simplicité et cette simplicité-là s'est retrouvée à tous les niveaux, même, même dans les déploiements et dans les architectures. Et parlant donc d'architecture, voilà ce qui pourrait s'apparenter, c'est ce qui pourrait s'apparenter à, disons, une architecture plus ou moins universelle de Vim en termes d'agencement de composants. Vous avez toujours le serveur de sauvegarde qui, dès la création et jusqu'aujourd'hui, reste un serveur qui doit tourner sous système Windows. Mais en termes de teasing, je vous annonce toutefois que dans la prochaine version 13 qui sortira, cette fonction a été demandée et le marché l'aura. Le serveur de sauvegarde Vim pourra dorénavant être déployé sur Linux. Donc aujourd'hui, cette architecture-là, voilà à quoi elle ressemble. Vous avez le serveur maître, comme je l'ai dit, qui s'occupe de la partie orchestration. En plus, vous avez maintenant les proxys, le ou les proxys, parce que vous avez la possibilité d'en déployer plusieurs, et naturellement le repository. Comment donc cela opère? Vous avez votre production. Dans le cadre de cette architecture, c'est du VMware, mais ça aurait tout autant pu être du Linux, de l'Hyper-V autant pour moi, ou encore du AHV, si vous êtes en environnement Nutanix, par exemple, ou même du Red Hat Virtualization, parce que la compatibilité avec les hyperviseurs aujourd'hui a évolué et ne se limite pas simplement à VMware. Le schéma, il est illustratif. Donc, vous avez votre production, vos hôtes de virtualisation, et qu'est-ce qui se passe? Je l'ai dit quand je décrivais, les proxys sous orchestration du serveur de sauvegarde vont récupérer les données à sauvegarder et vont les ramener au niveau du backup repository qui est la cible de sauvegarde. Maintenant, il existe plusieurs mécanismes intermédiaires en fonction des architectures de vos clients. Donc, il existe plusieurs façons d'intégrer, mais la base, c'est celle-ci. Le serveur de sauvegarde. C'est vraiment très simple, aussi simple que ça. Le serveur de sauvegarde qui orchestre, le ou les proxys qui s'occupent du transfert et des flux de données, et enfin la cible qui est chargée de les stocker. Cible qui peut être de plusieurs ordres, parce il est important de préciser aussi que Vim étant une solution purement logicielle, est ce qu'on qualifierait de
hardware agnostic, c'est-à-dire que tous les composants que je vous présente là, n'y voyez à aucun moment une sorte de blocage matériel. Non. Vim s'intègre, peu importe le matériel que vous avez, peu importe la marque du serveur que vous aurez, considéré comme serveur de backup. En termes de repository, ça peut être du NAS, ça peut être du disque local sur du serveur, ça peut être une appliance de déduplication dédiée à la sauvegarde, ça peut être une baie de sauvegarde, une baie de stockage de production, peu importe. Ça peut aujourd'hui être du stockage objet, peu importe le type de stockage que vous avez, Vim aujourd'hui est capable de le prendre en compte sans pour autant diminuer de performance, sans que vous n'ayez des impacts au niveau de la performance. Donc, et cet agencement, comme je le disais, peut se faire de plusieurs manières. Le premier scénario de déploiement que nous avons avec Vim, c'est le déploiement dit simple. Alors, pourquoi est-ce qu'il est dit simple, ce déploiement? Il est dit simple parce que vous n'avez qu'à avoir une seule instance physique ou virtuelle en même temps. Donc, vous avez un équipement, un composant, disons physique. Quand je dis physique, c'est au sens de palpable, mais dans lequel vous allez déployer tous les composants logiques. Donc, ça peut être un serveur physique, ça peut être une machine virtuelle. Et lorsque vous faites le déploiement de Vim, vous demandez à ce que tous les composants soient déployés dans, dans ce serveur-là. Alors, quand je dis vous demandez, c'est peut-être un abus de langage parce que le déploiement se fait automatiquement quand vous déployez le serveur de sauvegarde Vim. Automatiquement, vous avez tous les composants logiques qui sont déployés au même moment. Et si vous rentrez comme ça en production, vous êtes dans ce qu'on appelle un déploiement simple. Alors, ce déploiement simple, généralement, il est recommandé si l'environnement à prendre en compte, à protéger, n'est pas très large, n'est pas conséquent, n'est pas gourmand en termes de ressources, ou alors si vous avez besoin de faire une démo ou un test de la solution. Ça permet d'aller très vite et surtout, voilà, de gérer des environnements qui ne sont pas d'une certaine envergure. Par contre, si vous vous retrouvez dans un environnement, dans une architecture plus ou moins complexe, avec beaucoup de workload à protéger, demandant énormément de ressources, là, le mode de déploiement simple peut devenir très vite limitant. Et pour pallier à ça, il m'a prévu un mode de déploiement avancé. Dans ce mode de déploiement avancé, vous avez la possibilité de dédier les composants logiques à des ressources physiques spécifiques, à des ressources palpables. Je dis bien parce que, pourquoi palpable? Parce que cette ressource, elle peut être à la fois physique au sens d'un serveur physique ou virtuel au sens d'une machine virtuelle. Mais toujours est-il que vous allez repartir la charge de travail de l'environnement Vim sur plusieurs entités. Comme vous pouvez le voir, vous avez le serveur de sauvegarde qui cette fois-là est seul, qui va jouer son rôle tout seul. Ça peut être une machine physique comme une machine virtuelle. Ensuite, vous avez tout ce qui va être proxy, qui sera déployé à part. Vous pouvez avoir des proxys physiques comme des proxys virtuels. La tendance est d'ailleurs de voir beaucoup de proxys virtuels. En, de même que le backup repository. Parce que sachez-le, quand vous déployez du Vim, en environnement simple, vous avez pu constater que le backup repository aussi est dans le serveur. Sachez que lorsque vous déployez la solution Vim, je l'ai dit, automatiquement, tous les composants sont déployés. Dans le cadre du repository, par exemple, Vim va scanner les volumes qui sont présents sur le serveur sur lequel il est en train d'être déployé, et le volume qui aura le plus d'espace va être marqué comme étant un repository et sera considéré comme le repository par défaut. Donc, ce composant-là aussi, il est intégré dans un déploiement simple. Mais dans le cas d'un déploiement avancé, parce qu'il y a potentiellement beaucoup de workload à protéger, parce que les ressources dont vous aurez besoin sont
énormes et peuvent être croissantes, mais, mais voyez-vous, ce déploiement avancé permet aussi d'avoir une certaine verticalité qui apporte de la flexibilité dans, dans l'évolution de l'infrastructure. C'est-à-dire que si vous avez par exemple besoin de plus de performance, vu que nous l'avons dit, le but de ce déploiement est de repartir la charge, vous pourrez rajouter par exemple des proxys. Le mot distribué, il est utilisé quand, si vous avez par exemple besoin de faire des sauvegardes offline, si vous avez besoin d'externaliser des sauvegardes, par exemple, c'était ça le terme, vous avez la possibilité d'avoir des proxys répartis sur plusieurs sites, ce qui va permettre de, voilà, d'optimiser la performance. Généralement, c'est le mode de déploiement qui est recommandé quand on a besoin de la performance en mode production. C'est généralement celui qui est recommandé pour, les entreprises. Cependant, il existe des scénarios dans lesquels vous allez être, disons, l'entreprise ou alors l'infrastructure qui devra être protégée va être repartie sur une zone géographique très large. Ça peut être à l'échelon de la ville ou à l'échelon du pays. À partir de ce moment-là, pour que l'administration soit digeste, Vim prévoit, Vim prévoit le mode de déploiement distribué. Alors, dans ce mode de déploiement, vous aurez un nouveau composant qui rentre en jeu, qui est le Vim Backup Enterprise Manager. Le Vim Backup Enterprise Manager, à travers une console web, vous permettra d'administrer plusieurs serveurs de sauvegarde Vim, chacun orchestrateur d'une entité bien spécifique. D'accord? Donc, à partir du Vim Backup Enterprise Manager, vous aurez la possibilité de gérer les politiques, d'avoir accès aux données sans pour autant vous connecter directement au serveur de backup de l'entité concernée, ou même avoir accès à un composant spécifique. Vous avez dans cette vue géographiquement large de tout l'environnement, que vous avez à protéger. Alors une fois que nous avons dit ça, vous avez sous les yeux ce que nous appelons aujourd'hui la Vim Data Platform. Alors, je suis revenu tout de suite dans le présent pour que nous voyions en fait ce qu'est devenu Vim Backup and Replication. Mais il est important d'expliquer déjà ce que c'est la Vim Data Platform. La Vim Data Platform, c'est la solution que Vim offre aujourd'hui pour la protection des environnements de tout type. La solution qui hier était juste du Vim Backup and Replication est aujourd'hui une plateforme qui vous permet de protéger les environnements virtuels, les environnements physiques, les applications, tout ce qui va être software as a service, d'accord? Et ces applications-là, ces workloads-là, vous pouvez les protéger, qu'ils soient déployés en on-premise chez vous ou dans le cloud. Ce cloud, il peut être public ou encore même privé. Donc, c'est dire qu'avec les solutions de Vim, vous avez la possibilité de protéger ce que vous voulez, comme vous le voulez, quand vous le souhaitez et surtout où vous le souhaitez. Parce que je l'ai dit, vous avez le choix en termes de cible de sauvegarde. Et ce n'est même plus seulement en termes de cible physique. C'est aussi en termes de cible cloud. Vous pouvez sauvegarder de l'on-premise chez vous vers du cloud public ou vers les clouds, vers du cloud privé. Mais dans cette plateforme, ce qu'il est important de retenir par rapport à la session d'aujourd'hui, c'est que, je l'ai dit, la base, ça a toujours été Vim Backup and Replication. C'est cette solution-là qui vous permet d'avoir tout ce qui va être mécanisme de sauvegarde, de restauration et de réplication. Donc la protection en elle-même dont nous parlons quand il s'agit de Vim s'appuie directement sur Vim Backup, sur les composants de Vim Backup and Replication. Alors certains seraient
tenter aujourd'hui d'aller sur le site de Vim, effectuer des recherches sur Vim Backup Replication. Le risque de ne plus retrouver le libellé Vim Backup Replication est la probabilité de ne plus retrouver Vim Backup Replication est grande. Est grande. Pourquoi? Simplement parce que il y a quelques années, Vim a changé la nomenclature de ses produits. Et ce que nous appelions historiquement Vim Backup Replication correspond aujourd'hui à la solution Vim Data Platform en édition Foundation. Donc voilà aujourd'hui comment Vim appelle Vim, son produit, sa solution Vim Backup and Replication. Alors, je l'ai dit, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les laisser dans le chat. Que ce soit des questions techniques ou même des questions d'ordre du channel, n'hésitez surtout pas. Je suis passé rapidement sur la partie architecture, sur la partie mode de déploiement, mais effectivement, s'il y en a, avant d'ailleurs de passer à la démo, je vais regarder si vous avez laissé des questions. Et ce sera dans quelques secondes pour moi l'occasion de vous dire pourquoi au tout début, je vous ai fait comprendre que la démo serait particulière. Tout de suite, je vais interrompre un tout petit moment le partage pour pouvoir switcher sur la partie démo. Et dans quelques secondes, effectivement, je vous dirai pourquoi est-ce que j'ai annoncé au tout début que cette démo serait particulière. Alors, je vais basculer tout de suite sur la partie démo. Ok. D'accord. Un instant. Parfait. Alors, vous allez juste me confirmer que vous voyez mon écran. C'est bon cette fois. Partage. Écran. Alors, est-ce que tous vous voyez mon écran? Alors, en quoi est-ce que cette démo est particulière? Je l'ai dit au tout début. À toi de. Pardon? Une question? Ok. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Je regarde. Ok. Parfait. Ce sont des interventions. Alors, en quoi est-ce que je le disais dans cette démo, elle est particulière? Elle est particulière parce qu'il s'agit tout simplement d'une démo deux en un. Démo à la fois d'un outil très peu connu
et qu'il serait intéressant d'intégrer dans votre quotidien. Mais aussi démo d'une fonctionnalité qui a vraiment fait la révolution, la révolution de la protection de données avec Vim. Alors, il s'agit de l'outil VimClick qui vous permet en réalité de réaliser des démos sans avoir de véritables infrastructures. Je vous partagerai le lien que vous avez d'ailleurs là à l'écran pour pouvoir vous y connecter. Donc, avec cet outil-là, vous avez la possibilité de faire des démos sans avoir d'infrastructure et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, vous avez un ensemble de un ensemble de scénarios qui sont prévus. Je peux d'ailleurs vous les montrer. Donc, une fois que vous avez sélectionné, ces scénarios, le scénario qui vous intéresse dans le cadre de cette session. Alors, un micro qui est ouvert. D'accord. OK. Dans le cadre de cette session, d'ailleurs, nous avons parlé de Instant VM Recovery. Et c'est quoi l'instant VM Recovery? C'est simplement la capacité que Vim vous offre de pouvoir restaurer une machine virtuelle sans passer par un processus de restauration, c'est-à-dire la rendre accessible en production sans attendre que la restauration ne se fasse complètement. Donc, afin de réduire comme ça le RTO. Et pour ce faire, là, vous avez mon interface de console Vim, et nous allons effectivement simuler la restauration d'une machine virtuelle. Nous nous rendons juste au niveau du job. Nous sélectionnons les images qui ont été, l'une des images qui a été créée ou tout simplement le job. Nous cliquons sur Restore. Une fois que nous avons cliqué sur Restore, nous choisissons le type de restauration que nous voulons. Il s'agit d'une restauration complète de machine virtuelle. Pour faire la restauration complète, nous choisissons si nous allons restaurer depuis une sauvegarde ou alors un réplica, le produit d'une réplication. Le cas échéant, nous choisissons de restaurer depuis une sauvegarde, la machine complète. Vous voyez, les options sont suffisamment intuitives. Et nous choisissons parmi les types de restauration proposés le Instant Recovery. Une fois que nous avons choisi le Instant Recovery, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra aller chercher la machine qu'il faut, restaurer dans les images de sauvegarde. Une fois que nous nous connectons, nous choisissons la bonne image, nous choisissons le point de restauration dont nous avons besoin en fonction des timelines et nous l'ajoutons. Une fois que c'est ajouté, c'est du next. Vous avez la possibilité de restaurer soit à l'emplacement original de la machine, si c'est une machine qui a totalement craché, ou alors dans un emplacement différent, parce que la machine originale peut encore être disponible et vous avez besoin de restaurer dans un environnement différent pour des questions de test. À partir de là, dans le cadre de cette démo, nous choisissons de restaurer à l'emplacement original et même dans le cadre de la mise en place de son écosystème de cyber-résilience, Vim propose la possibilité d'analyser le contenu de la sauvegarde avant de restaurer, si jamais vous soupçonniez avoir été victime d'une attaque ou alors que la machine ait été infectée au moment de la sauvegarde, avant que la sauvegarde ne soit faite. Donc Vim vous offre la possibilité à travers la fonctionnalité Secure Restore de scanner le contenu de la sauvegarde avant que la restauration ne se fasse. Mais dans le cadre de cette démo, nous n'allons pas utiliser cette fonctionnalité. Une fois que tout a été fait, vous voyez, nous choisissons bien de connecter, de démarrer la machine et nous cliquons sur Finish. Ayant cliqué sur Finish, nous avons l'interface de VMware qui s'affiche. Et vous voyez bien qu'au niveau de l'interface de VMware, nous avons les machines. Nous allons démarrer le serveur tryout parce que c'est bien celui que nous avons restauré.
nous rendons compte que ce serveur, il est bien en train de démarrer. Et au niveau de Vim, vous allez constater que l'état est juste celui de l'attente d'une potentielle migration. La machine, elle est démarrée et il suffit juste pour vous d'enclencher voilà, le process suivant. Donc vous voyez que cette fonctionnalité-là, elle vous permet de démarrer la machine directement depuis la sauvegarde. Et c'est vraiment instantané. Le temps d'attente correspond au temps qu'il faut à la machine pour démarrer. Et quand c'est le cas, il vous suffit de cliquer sur Instant Recovery. Vous aurez un nouvel item Instant Recovery qui vous donnera, la liste des machines qui sont en instant recovery. C'est important de toujours checker parce que l'instant recovery se fait en deux phases. Il y a la phase que nous venons de voir, mais surtout il y a la phase de commit qui permet de ramener la machine en production. Alors pour ceux qui le souhaitent, ce sont des discussions que nous pourrons continuer dans le cadre du user group. Et dans le cadre du user group, je vous dirai effectivement pourquoi il faut absolument faire l'instant recovery jusqu'à la fin. La partie migration ici qui entame en fait la deuxième phase permet de migrer totalement la machine en production afin d'éviter un certain nombre d'effets dont je vous parlerai plus en détail dans le user group. Donc vous pouvez le voir, c'est assez intuitif. Une fois que l'instance est lancée, vous, vous cliquez juste sur terminer et voilà, la magie, elle peut opérer. Alors, une fois que c'est fait, voilà, vous avez la machine qui a démarré et le tour est joué. Tout est en production. Et la suite, vraiment, nous pourrons en parler dans le user group. Alors, nous sommes apparemment pris par le temps. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été présent pour cette session et de vous demander de m'adresser les différentes questions que vous avez dans le cadre du user group afin que les échanges puissent continuer. So, Madi, I don't know if everything is okay already. Everything is okay. It's Nicola here. Madi has to jump to the other event, but everything's fine. So thanks Okay. everyone for joining. And I think Okay. that we can switch off the recording for tonight, right? Yes, exactly. We can switch. Perfect. We can switch. So, alors, merci